Bonjour et bienvenue pour une nouvelle interview. Vous vous souvenez sûrement parce que j'ai reposté il n'y a pas très longtemps une interview de Stéphane Gallas à l'occasion de la sortie de son livre Un single au livre de poche, et j'avais déjà fait l'interview effectivement pour le grand format, j'ai un peu triché. Il se trouve que Stéphane Gallas vient de sortir là en début juin un second roman qui s'appelle Les Ombres de Salem chez Michel Lafon, et donc on s'est dit que ce serait bien de refaire une petite interview, et comme on ne change pas une équipe qui gagne, la dernière fois on avait fait une petite interview à distance parce que c'était beaucoup plus simple, et on s'est dit qu'on allait refaire la même chose. Et donc Stéphane est avec moi. Bonjour Stéphane, comment ça va depuis la dernière fois? Salut Caroline, ça va bien, ça va très bien, merci. Donc on va commencer l'interview. Tes deux romans donc viennent de sortir ou ressortir pour celui-ci. Donc un single au livre de poche et Les Ombres de Salem chez Michel Lafon. Est-ce que tu as un troisième roman en cours ou est-ce que tu te laisses un petit peu de temps? Oui, je suis déjà en train de travailler sur la suite, j'ai plusieurs pistes qui s'offrent à moi, je ne sais pas encore laquelle je vais choisir, et puis je travaille aussi en parallèle sur un texte un peu plus personnel. Voilà. Ok, je t'en demande pas plus. Surprise. Une sortie en poche. C'est un peu une deuxième vie pour ton premier roman. Comment tu ressens ça? Écoute, je ressens ça comme un grand honneur. Voilà, c'est assez exceptionnel pour son premier roman d'être édité au livre de poche. Voilà, pour ça, je remercie Béatrice Duval qui a repéré le roman, et puis Zoé Bellé qui a accompagné cette sortie, cette édition. Voilà, en plus, le roman a été sélectionné pour le prix des lecteurs du livre de poche 2022, catégorie polar. Et ça aussi, c'est assez exceptionnel. Puis j'espère aussi que ceux qui auront apprécié Un signe d'elle en livre de poche iront vers Les Ombres de Salem chez Michel Lafon, et inversement. Voilà, j'espère que plein de gens vont rencontrer comme ça mon univers. Ok, donc justement, Les Ombres de Salem, c'est en quelque sorte plus ou moins, on va dire, une suite à Un signe d'elle, parce que les deux personnages importants reviennent, et on en apprend un peu plus sur eux et sur leur passé. Est-ce que c'est un signe qu'ils reviendront? Alors oui, effectivement, on va les retrouver dans le troisième opus. Alors je rassure tout le monde, hein, ces histoires, elles sont bouclées. Alors, on apprend petit à petit des choses sur ces personnages récurrents, sur le capitaine détective Wilfried Bosco et sur la médium Amanda Lucia Pia Alvarez. Voilà, mais nul n'est besoin d'avoir lu le premier et puis ensuite le second pour se retrouver dans les histoires. Voilà, donc j'ai bien aimé cet effet de déplacement. Voilà, moi je savais qu'ils allaient revenir, mais j'aime bien toujours démarrer mes romans sur un personnage à qui il arrive des choses terribles, et peu à peu l'enquêteur arrive, la médium arrive, et puis l'enquête se met en place. Et moi j'aime bien toujours ce petit déplacement à l'intérieur des romans. On n'est pas focus sur les héros, mais on est vraiment focus sur l'histoire. Donc ça en ferait en quelque sorte une saga, une série. Est-ce que tu la verrais bien s'intituler par exemple Les dossiers secrets du cercle spirit de Margaret Hamilton, ou un autre titre peut-être plus mystérieux, ou je ne sais pas. Alors, ça pourrait être ça, mais dans ma tête, ce que j'ai imaginé, c'est qu'en fait, le terme générique, ce serait plutôt les archives du cercle. En fait, dès le départ, j'avais très envie d'appeler mes romans les archives du cercle, tome 1, tome 2, tome 3, mais j'ai réalisé que c'était un peu une fausse piste, puisque, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les romans ne sont pas liés entre eux, les histoires fonctionnent seules. Je me suis dit ouais, que ça fonctionnait pas. Et puis surtout, j'ai vraiment très très envie, un jour, je l'espère, de sortir sous le nom Les Archives du Cercle un recueil de nouvelles, parce que j'adore ce format. Et justement, le fait d'avoir des pièces de documents, de dossiers, permettrait d'avoir des histoires très courtes, les unes derrière les autres, voilà, comme si on consultait les archives du cercle spirit Margaret Hamilton, et qu'on découvrait les histoires qui ont traversé ce club. Voilà.
Donc oui, pour répondre à ta question, le terme générique serait plutôt les archives du cercle. Ok, donc carrément une sorte d'univers autour du cercle. Donc tes romans sont des thrillers fantastiques qui font intervenir l'au-delà, les revenants et tout ça, d'où la présence du cercle spirit. Est-ce qu'il y a d'autres sujets fantastiques que tu aimerais utiliser? Alors pour moi, ça se pose différemment. Je pars pas d'un élément surnaturel que j'ai envie d'exploiter comme ça pour le fun. Ça pourrait, hein, mais pas du tout. Non, ce que je me dis, c'est ok, j'ai un sujet, j'ai une thématique que je veux aborder, j'ai une vision sur un point de la société que j'ai envie de partager, et quel est l'élément surnaturel qui va venir renforcer cette vision, mon histoire. Voilà, donc par exemple pour un signe d'aile, j'ai utilisé la figure du fantôme parce qu'on était dans un signe d'aile, on était sur la question des apparences, ce qu'on donne à voir de soi et qui on est réellement. Et puis les côtés sombres et les côtés obscurs de chaque personnage. Et le fantôme, c'est le retour, c'est d'un être cher et disparu, c'est son souvenir. Mais ce souvenir, il a toujours une apparence un peu cabossée, détériorée, voire effrayante. Et ben peut-être qu'on est aussi un peu tous ça, c'est-à-dire qu'on a un côté sombre et lumineux. Donc voilà, donc il y avait, ça faisait sens par rapport à la thématique abordée dans Un signe d'aile. Et puis pour les sorcières de Salem, la figure des sorcières s'est imposée parce que je voulais parler de la domination masculine. Et voilà, et on sait qui a jugé les sorcières, ou plutôt les innocentes. Et comment ça s'est fini. Donc voilà, par rapport à la domination masculine, c'était hyper intéressant. Donc cette part de fantastique, c'est un moyen d'aborder des sujets concrets, réels et graves. D'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature gothique. À ton avis, est-ce que le genre fantastique épouvante permet de marquer plus profondément les lecteurs et les lectrices? Pour moi, le polar et le fantastique sont extrêmement liés. C'est deux genres de récits différents, mais en réalité, ils ont la même fonction. C'est parler des travers humains, parler de la société, c'est aborder des thématiques compliquées, complexes, dramatiques, parfois effroyables, épouvantables. Voilà, les contes pour enfants sont terribles. On y décrit des choses affreuses, et à la fin, il y a une sorte de morale qui s'en dégage. Le polar pose un regard sur des faits de société, et le fantastique aussi, c'est l'intrusion du surnaturel dans une réalité, mais cette intrusion du surnaturel vient renforcer un regard, approfondir un regard sur telle ou telle thématique. Donc je pense que polar et fantastique fonctionnent super bien, parce que c'est vraiment les deux mêmes mécaniques qui sont portées par une seule et même volonté. Et la condition féminine face au machisme et à la misogynie, c'est un sujet important, voire principal, même dans Les Ombres de Salem. Est-ce que c'est un sujet qui te touche particulièrement? Oui, comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être? J'arrive toujours pas à comprendre qu'en 2022, on en soit encore à se demander s'il y a un quelconque intérêt à respecter les femmes. Voilà. Ça, c'est un truc de dingue. Et puis, au-delà du féminisme, j'aimerais rappeler qu'il y a un texte qui s'appelle Les droits humains. C'est un texte fondamental, et on devrait tout le temps s'y référer. Voilà, à partir du moment où un être humain n'est pas traité de la façon dont ces textes l'indiquent, il y a un problème. Voilà. Et ce qui est génial avec les droits humains, c'est que peu importe ta religion, ta culture, ton ethnie, ton orientation sexuelle, voilà, s'il y a un traitement qui ne répond pas aux exigences des droits humains, ben voilà, problème quoi. Donc oui, je suis féministe, oui, mais je pense que quand on défend les droits des femmes, on défend aussi les droits des hommes. Voilà, en fait,
il y a dans mon roman, il y a le Wilfried Bosco qui dit à un moment donné, le problème c'est que vous avez décidé de diviser le monde en deux camps, les hommes et les femmes. Moi j'ai choisi celui de l'humanité et c'est véritablement ce que je pense. Et donc, le thème des sorcières comme symbole du féminisme, donc qui a fait réapparition, une apparition depuis quelques années, ce phénomène est expliqué dans le roman, finalement. Et est-ce par ce biais que tu as eu l'idée d'allier le fantastique du roman, donc les sorcières, les esprits, au côté sociétal, donc patriarcat, conditions des femmes, etc. Ben écoute, pas véritablement. En fait, dans mon roman, tous les personnages sont un peu travaillés par leur identité et par la peur de voir leur identité disparaître. Et euh, c'est ce qui est arrivé avec les sorcières de Salem, avec les innocentes de Salem, c'est-à-dire que c'est des femmes qui n'avaient rien demandé, et elles ont été désignées comme des sorcières, et cette identité a pris le pas sur ce qu'elles étaient réellement, c'est-à-dire des innocentes. Et, et donc c'est plutôt par rapport à ce biais-là que la figure enfin, l'histoire des sorcières de Salem m'a intéressé. Et en plus, les sorcières portent aussi en elles cette idée de misogynie. Voilà, donc oui, ça correspondait parfaitement à ce que j'avais envie de raconter. Et donc, as-tu visité Danvers et Salem, là où se situe l'action des ombres de Salem? Et si oui, est-ce que tu les as visités pour écrire le roman, ou est-ce que c'est ta visite qui a en quelque sorte inspiré l'écriture? Alors écoute, Salem, c'est une des villes que j'ai visitées en premier après mon arrivée à Boston. Je connaissais les sorcières, enfin l'histoire des sorcières de Salem depuis mon adolescence. Je suis fasciné par cette histoire. Fasciné avec toute l'horreur que ça comporte. Hein. Je me demande comment ça a pu se produire. Et donc voilà, j'y suis allé et j'étais vraiment bouleversé de me balader dans les rues et d'observer et de visiter ces maisons tout en bois, très sombres, étroites. Voilà, et puis il s'est trouvé qu'après Un signe d'elle, Michel Lafon m'a demandé si j'étais prêt à écrire un deuxième roman. Bien sûr, j'ai dit oui. Et je me suis demandé, bon, ok, sur quoi je vais écrire. Et puis le sujet et donc la thématique est arrivée. Et puis j'ai pensé aux sorcières. Et puis j'ai pensé à mes visites à Salem. Et puis comme c'était tout près, je me suis dit, bah ok, je pourrais y retourner sans problème. Et puis j'y suis retourné pour visiter les lieux, les explorer un peu plus. Et puis c'est là que j'ai fait la connaissance avec le Endicott Park, avec la Derby Summer House. Et je me suis dit, tiens, voilà, ça pourrait être des endroits aussi intéressants. Parce que cette petite maison d'été, elle est vraiment extrêmement intrigante. Elle est toute petite, comme une petite boîte à bijoux, mais qu'on n'aurait pas le droit d'ouvrir. Voilà, elle est très intrigante. Voilà, enfin, c'est tous ces éléments. Je pourrais pas te dire qui est arrivé en premier et qui a déclenché quoi, mais enfin c'est tout un système qui s'est mis en place entre ce que j'avais envie de raconter, l'histoire qui se dessinait, les sœurs, Bailey et puis l'environnement dans lequel j'étais. Ouais. Et donc, dans Les Ombres de Salem, on rencontre ces trois sœurs, hein, les sœurs Bailey, et elles ont toutes un caractère très différent. Au début, donc, on a Diane, qui représente la femme résignée face à son sort, Dwayne, qu'on rencontre d'ailleurs en premier, c'est celle qui a envie de faire un petit peu ce qu'elle veut, et puis on a Deb qui vit dans son propre monde, et puis donc le destin prend un tournant qui les réunit. Je spoil pas. Est-ce que ça symbolise la sororité au sens large, c'est-à-dire la solidarité féminine? Ben, je crois que si les femmes ne sont pas les premières à soutenir les femmes, on est mal barré. Mais ouais, j'adore, c'est exactement ça. En fait, les trois sœurs Bailey, elles représentent un peu les façons qu'ont les femmes de faire face à l'adversité. Soit tu fais avec les règles et tu essayes de passer à travers, soit tu essayes de changer le système, tu es en révolte mais tu prends des risques, ou soit tu es dans le déni, tu ne vois rien et voilà, tu vis presque dans un autre monde. Et c'est exactement ça avec les sœurs Bailey. Et donc maintenant on va passer au personnage de Bosco, Wilfried Bosco, qui
permet d'aborder la représentation de l'homme dans la société finalement. Il éclate un peu le stéréotype du mâle hein, et même du flic, parce que Bosco il est hétéro mais il est un peu efféminé et on s'aperçoit que même les femmes le jugent comme étant bizarre. Et on se dit que finalement l'esprit humain, qu'il soit homme ou femme, il n'est pas très très tolérant. À ton avis, comment faire pour y remédier et est-ce que c'est pour ça que tu intègres des personnages qui sont assez loin des stéréotypes? Comment faire pour y remédier? Alors là, j'ai pas du tout la solution, mais je crois que simplement un peu plus d'ouverture d'esprit, ça serait déjà un bon départ. Moi, je pense qu'il faut embrasser toutes les féminités, toutes les masculinités et tout ce qui se trouve entre le féminin et le masculin. Voilà, je pense que un être humain a le droit d'exprimer ce qu'il est de la façon dont il le veut. Voilà, moi on doit respecter autant la figure du Rambo que la figure du type qui aurait envie de se mettre du rouge aux ongles ou de porter des cheveux longs ou de porter une jupe. Voilà. Est-ce qu'il est moins masculin que Rambo? Oui, peut-être si on reste sur les stéréotypes de genre, mais peut-être que c'est le premier celui avec la jupe, ce sera peut-être le premier à venir secourir quelqu'un qui en aurait besoin, alors que Rambo resterait sur place à ne rien faire, figé par la terreur. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc voilà, et puis pareil pour le féminin, ne pas juger les nanas qui ont envie de ressembler à des poupées Barbie et ne pas juger les nanas qui n'ont absolument pas envie d'être dans ce qu'on attend des femmes. Voilà. Moi je suis pour la liberté d'expression. Voilà. Et la liberté d'expression, c'est aussi bien la parole que son apparence. Donc on va revenir un peu sur les ombres de Salem. Donc l'intrigue du roman contient plusieurs retournements de situation, des révélations. Et donc je voulais savoir si tu élaborais une sorte de plan compliqué, un peu d'organigramme fléché, comme on voit dans les films les agents du FBI qui seraient à la recherche d'un serial killer, quand tu écris un roman. Alors, je ne l'avais pas fait du tout pour un signe d'elle, tout était dans ma tête. J'avais écrit quelques petites choses, mais voilà, il n'y avait rien de vraiment bien installé sur papier. Et puis pour Les Ombres de Salem, par contre, bien avant l'écriture, j'ai vraiment travaillé la construction, la timeline. Donc j'avais vraiment plusieurs fichiers avec les personnages, le déroulé, les événements jour par jour. Je peux pas trop en dire parce que faut que je fasse gaffe, sinon je vais spoiler, je vais divulgacher. Mais voilà, chaque personnage, chaque tribu, on va dire, voilà, je savais exactement ce qui se passait tel jour, telle heure exactement. Par rapport à la malédiction aussi, il fallait que ce soit nickel par rapport à l'enquête, qui faisait quoi en premier, etc., etc. Donc, mais tout ça, je l'avais vraiment installé sur des fichiers à part. J'avais aussi une sorte de petit synopsis où toute l'histoire était déroulée. Et puis quand j'ai été vraiment sûr et certain de la construction, alors je me suis mis au développement et c'était génial parce que il y avait comme une sorte de charge mentale en moins. C'est-à-dire que j'étais uniquement concentré sur l'écriture, mes personnages, les faire exister, leur donner corps, les dialogues, etc., sans me soucier de « Ah ok, alors là je rajoute tel élément, est-ce que c'est vraiment logique et avec ce que j'ai installé auparavant, etc. » Là, voilà, j'étais sûr de mon coup. Donc voilà, c'était hyper agréable et je pense que pour le prochain, c'est comme ça que je vais travailler, ouais. Ok, quelle est ton approche personnelle vis-à-vis du paranormal? Alors écoute, pour être clair, moi je suis un flippé du surnaturel, voilà. Donc moi ce qui m'intéresse, je mets un petit peu tout ça à distance et dans mes romans ce que je fais c'est je me pose plutôt la question du surnaturel par rapport à un angle sociologique, c'est-à-dire à quoi ça nous sert
ces croyances, à quoi ça nous sert de croire au surnaturel, qu'est-ce que ça nous raconte de nous, de nos sociétés ou des individus, qu'est-ce que ça porte, qu'est-ce qui se cache derrière ces croyances et pourquoi on a besoin de croire à l'au-delà. Voilà, ça c'est des questions extrêmement intéressantes et c'est aussi un peu à ça que j'essaie de répondre dans mes livres. Mais oui, côté surnaturel, moi je suis flippé. Et donc Les Ombres de Salem fait référence directement et indirectement à des films d'épouvante. Est-ce que tu peux en dévoiler quelques-uns ou bien est-ce que c'est spoiler? C'est spoilé, Caroline, c'est spoilé, mais en tout cas, oui, c'est bien vu. Il y a énormément de références. Il y en avait beaucoup dans Un signe d'elle. Il y en a aussi dans Les Ombres de Salem. Par exemple, il y a même un petit clin d'œil à Star Wars dans Les Ombres de Salem. Ouais, je sais, mais voilà, j'ai pas pu résister. Et ben donc si vous qui avez lu Les Ombres de Salem, vous avez repéré le clin d'œil à Star Wars, mettez-le en commentaire. Donc bref, donc là tu es en pleine promo des 2 romans. Est-ce que tu as des dates de salon, de dédicaces à annoncer? Alors pour les dates, les signatures, il en reste quelques-unes. Il y aura le 25 juin à Antibes. Ensuite, il y aura à Juan-les-Pins le 20 juillet et le 20 août. Je vais suivre aussi le Camion qui livre à Cagnes-sur-Mer et à Martigues. Et puis voilà, ce sera tout. Eh bien, merci beaucoup Stéphane pour cette petite interview. Je vais te laisser le mot de la fin tout de suite. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour peut-être une prochaine vidéo, je ne sais pas. Si vous voulez voir mes vidéos sur Un signe d'elle et sur Les Ombres de Salem, vous verrez les petits liens là-haut, ou là-haut plutôt, et dans la description. Bon bah Stéphane, je te laisse le mot de la fin. Bye bye Caroline, merci beaucoup, c'était comme la dernière fois super intéressant, c'est passé très vite et je te dis à très bientôt et puis je dis bye bye aussi à toutes celles et ceux qui sont derrière leurs écrans. Voilà, ciao.